don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Jonathan de Moscovaki, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Yes, of course. Pour donner un petit peu de contexte aux gens, en fait, on s'est connecté sur Instagram. Tu as répondu à une story que j'avais postée avec Jeff Cloutier. Ben oui. Que tu connais bien, là, ton ami, right? Ouais. Si je me souviens bien, tu m'avais mentionné qu'il commanditait le karting de ton gars, c'est ça? Exactement. Ça, c'est quand même nice. C'est super même. Là. Ouais. C'est cool. Est-ce que ça fait longtemps justement qu'il s'implique dans... C'est la première saison, la première année, en fait, qui le fait. Puis c'est super, c'est le fun. Il est passionné de voiture, il est passionné de course aussi. Puis, c'est fun ça. Et écoute, il donne un super bon support, pas juste, oui, il y a le côté monétaire, mais il est toujours là en train de l'encourager, que ça soit par message et tout. Il est super. Hein. C'est vraiment le fun de l'avoir parmi nos commanditaires. Ben, clairement, puis c'est une personne tellement humaine, authentique aussi. Vraiment, un homme d'affaires qui sait de quoi il parle aussi, a beaucoup de vécu, fait que je trouvais ça intéressant de l'interviewer. C'est ça, puis tu sais, je disais, c'est le fun que tu t'intéresses au podcast et tout ça, qu'est-ce que tu fais, t'es sûrement en affaires. Puis évidemment, on va parler d'arobase personnel, puis t'as accompagné justement de placement de personnel, reprenariat familial. On va parler de tout ça. Avant qu'on lance, évidemment, le premier tiers de l'entrevue, c'est de parler un petit peu de ton background, ton expérience en affaires. Okay. Veux-tu nous présenter un petit peu plus ton parcours, si tu veux? Mon parcours est spécial. Okay. On pourrait, je pense, en parler pendant 1 heure. Je vais essayer de raccourcir 100%. Ça le plus possible. Mais moi, j'ai commencé dans la vente assez jeune à travailler comme une petite job étudiante. Fait que je pense que c'est là que le côté business, puis OK, qu'est-ce que je peux vendre qui rapporte à mon employeur et tout. Je l'ai compris quand même assez vite, adolescent, ça, puis ça m'a vraiment intéressé. C'était plus tout le côté business qui m'intéressait derrière ça. Et ensuite, j'étais allé aux études, j'ai fait une ou 2 sessions de cégep. Mon père, à ce moment-là, était sur le point d'acheter, faire l'acquisition de concessionnaires automobiles. OK. Des concessionnaires, par contre, à ce moment-là, ça a été un super de mauvais timing parce que ça a été Pontiac. Puis, Pontiac a fermé, ben oui. Oui, on fermé, on a arrêté carrément. Puis ça a été durant la grosse crise économique. On parle dans quelles années, là, pour ça? C'était genre en 2008, là. OK, dans ce temps-là. Ça remonte quand même à un petit bout. Mais dans ce temps-là, c'était là que justement j'étais aux études. Puis moi, dans ma tête, je me disais, bon, mais je vais même arrêter les études parce que ça m'intéressait plus tant que ça. Et je vais aller travailler avec mon père dans les concessionnaires. Puis là, j'avais quand même eu mon expérience en vente et un peu et tout. Puis là, finalement, boum, on se ramasse que lui, ça fonctionne pas avec les concessionnaires. De son côté, même, il a tout perdu. Fait que ça a vraiment été très difficile pour nous. Financièrement. Parce que je pense que le côté humain a toujours été fort et là. C'est juste qu'il a fallu qu'on se retrousse les manches, puis que moi, je l'aide avec son crédit, parce que là, c'est comme s'il n'y en avait plus. Puis que je commence à me trouver moi aussi des plans B parce que finalement, là, comme le côté relève familial marchait plus à ce moment-là. Donc là, j'ai eu comme 3-4 jobs, presque en même temps. Je travaillais de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine aussi. En tout cas, c'était... Ces années-là ont tellement passé vite parce que je faisais juste travailler. OK. Puis bâtir un crédit et tout. Puis là, de fil en aiguille, encore mon père embarqué dans une nouvelle aventure qui était le recrutement, qui est justement l'entreprise arobase personnel, qui est du placement de personnel spécialisé dans l'informatique. C'est une compagnie qui existait déjà depuis 2001. Donc, il avait racheté. Lui, il l'a racheté. Okay, parfait. Exactement. Il l'a racheté. Il m'a intégré dans l'entreprise comme employé. Il m'a même mis dehors une première fois parce qu'à ce moment-là, j'avais pas assez la maturité. J'étais juste comme pas prêt, là, je pense. Pour les mais pour ce type-là tu sais, dans un emploi aussi corpo, je te dirais. Parce que tout ce que j'avais fait, c'était un peu de par-ci par-là. Je livrais du lait. J'étais côté, comme un gardien de prison, mais pour les prisons des immigrants illégaux. J'étais là-dedans aussi. Quoi d'autre? Écoute, j'ai essayé de faire plein d'affaires. Tu as touché à tout, là, vraiment. Puis là, à un moment donné, même, je voulais comme peut-être aller dans l'armée ou à l'armée privée. Puis là, je faisais un paquet de formations militaires puis en sécurité. Écoute, j'étais all over the place, là.
Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand mon père m'avait fait rentrer chez Arobase, écoute, on dirait que j'étais juste pas là. Non, je comprends. J'étais pas prêt. Puis il m'a redonné une chance par la suite, mais là, ça fait quasiment 15 ans quand même que je fais ça. Je pense 13 ans, là, c'est le bon chiffre, ou 14. Ouais. Et bref, là, ça a commencé comme ça. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, j'ai monté aussi parce que j'ai commencé comme recruteur ou même développement des affaires, recruteur. Puis là, maintenant, je suis rendu vice-président. On travaille ensemble. C'est ça, on travaille fort pour continuer à grossir cette entreprise-là. Là. On a fait une acquisition aussi dans ce temps-là. Bref. Acquisition d'une compagnie qui faisait la même chose que nous, mais eux autres depuis 30 ans. Fait que là, vous avez jumelé ou... Oui, on les a intégrés carrément, exactement, avec nous. Nice. J'ai l'impression que ton père avait la fibre entrepreneuriale depuis un jeune âge. Oui. Est-ce que ça s'est transmis à travers toi? Est-ce que c'est-tu par force, c'est-tu par intérêt? Comment tu t'as vécu l'entrepreneuriat? Je pense que oui. C'est sûr que très jeune, OK, je te le cacherai pas, il était peu présent. Je le voyais pas, là, il travaillait... écoute, je me levais, je partais à l'école, lui, il était déjà parti travailler, je revenais, puis moi, je me suis toujours couché de bonne heure aussi, même quand j'étais ado. Puis j'allais me coucher, il était même pas encore arrivé. OK, fait que c'est sûr que... tu sais, j'ai pas eu comme de mentorat jeune. Il me transmettait, je pense, beaucoup des valeurs familiales extrêmement fortes et bonnes, surtout les week-ends 100%. Et tout. Mais le côté comme... justement, l'entrepreneuriat, business, travail, le coaching, un peu moins. C'est ça, le coaching, mentorat, il est venu comme par la suite quand j'ai vraiment joint l'entreprise. Puis j'ai un incroyable mentor. C'est formidable de travailler avec lui au quotidien. Des fois, c'est sûr que ça peut être difficile. Ça reste que c'est de la famille. Oui, ben c'est ça. C'est pas toujours facile, mais on est tellement sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes passions que... Ben, tu sais, j'ai souvent interviewé justement des entrepreneurs qui travaillent avec leur père ou leur famille dans la business. Puis souvent, dans les premières années, c'était difficile de porter le chapeau. Quand tu as une relation de travail entre ton père puis l'enfant, whatever, que vous revenez à la maison, là, est-ce qu'on parle justement de la job? Est-ce qu'on parle des problèmes familiaux? Peu importe, ou vice-versa, ou au travail. Puis au niveau de la... comment je pourrais dire ça, le leadership entre les deux aussi, là, les discussions qu'il faut avoir, des fois plus difficiles. Ben écoute, papa, ce que tu as fait, c'est peut-être pas la bonne manière de faire maintenant en 2025. Là, de l'aborder avec ton père. En tout cas, je pitch des choses. C'est-tu des situations que tu as déjà vécues? Mais en tout cas, cet exemple-là, non, parce que j'ai la chance d'avoir un père qui est hyper jeune. Il est genre mi-cinquantaine. OK, toi, puis moi, j'ai 35. OK, vraiment jeune. Oh, ouais, on est proches quand ça. même. Okay. Puis moi, j'en ai plein des amis qui ont 50 ans, 55 ans. Oh, oui. Puis c'est mes amis. Fait que c'est ça. Cool. On est chanceux parce qu'on est vraiment... On n'a pas comme un gap générationnel la mentalité comme ça. On a la même mentalité, dans le fond. C'est ça. J'aime ça. En gros. Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, comme là, par exemple, je reviens de 3 semaines en Floride et j'étais chez lui. Tu sais, il y a une maison en Floride, j'étais chez lui aussi. Fait que là, c'est sûr que, là, OK, on va-tu parler de business ou pas? Ben là, c'est tout le temps ça, des fois, qui est difficile. De mettre une coupure, peut-être? Ouais, exact, de mettre cette coupure-là, de que quand tu es en vacances, mais gars, on n'en parle pas, on parlera de ça à un meilleur moment. C'est faisable, en réalité? Ou ouais, là, on l'a fait. On l'a fait. On a réussi. Mais par exemple, c'est comme quand on est allé durant le temps des fêtes, là, un peu moins. Tu sais, on dirait que ça dépend. On dirait que c'est quand, mais là, on a réussi. Mais en même temps, ça fait tellement partie de notre identité. Je pense que quand c'est une entreprise familiale, sûrement que tous les autres que tu as passé en entrevue aussi disent la même chose, c'est que ça fait partie de ton ADN, ton identité, ça fait partie de toi. Exact. Oui, c'est pour le bien commun de la famille. C'est sûr qu'il faut travailler ensemble pour développer un but commun. C'est le fun, tu sais. Exact. Mais oui, c'est pas les mêmes challenges que si tu partais avec un ami ou un partenaire ou tu partais justement solopreneur aussi. Fait que ça, c'est intéressant. C'est sûr que c'est différent. Fait que je suis curieux, quand tu m'as dit justement dans ta période de temps là, avant que tu rentres dans l'entreprise, tu as touché à plusieurs domaines. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de ça, de cette expérience-là? Je pense que j'ai appris énormément, justement, d'avoir touché un peu à tout et non pas seulement une chose, être spécialisé dans un domaine. Ça m'a permis de voir plusieurs types de personnalités. Puis je pense que c'est une force aussi que j'ai pu amener dans mon métier parce que c'est quand même du recrutement qu'on fait. Fait que je discute avec des clients, les employeurs qui ont un besoin de recruter leurs employés. Puis en même temps, je dois être super à l'écoute de l'employé pour
placer, le diriger vers la bonne entreprise. Ouais. Fait qu'à force d'avoir connu différents types de personnalités, différentes cultures aussi jeunes, parce que, tu sais, comme je te donnais l'exemple là, dans la prison des immigrants illégaux, hey, j'en ai vu des cultures là, différentes qu'on dirait que j'avais pas vues avant. 100%. Tu comprends? Fait que là, j'étais confronté à eux autres. Il fallait fallait que tu t'adaptes. Fallait que je m'adapte carrément à 100%. à eux. Fallait être un peu caméléon, tu sais, développer l'aspect caméléon. Non seulement ça, il fallait que tu aies une ouverture d'esprit, il fallait que tu aies une écoute active pour cette personne-là. Ces personnes-là, qui peut-être qui ne parlent pas nécessairement ta langue primaire. Tu sais, là, c'est comme, OK, là, comment on fait pour communiquer? En tout cas, fait, j'imagine juste les challenges, mais ça a été bénéfice de vivre tout ça. Justement, ta résilience, c'est sûr que ça a passé à travers ça. Discipline aussi. Un paquet de trucs qui a été vraiment, vraiment bon dans ces années-là quand même. Ben oui. Qui me forgé en quelque sorte. Puis, veux pas, c'est des compétences, soft skills qu'on a besoin en affaires aussi. Veux pas, si tu te lances en affaires, tu vas devoir les développer aussi si tu veux rester en affaires à ton compte. Mais si tu l'as développé dans d'autres contextes, ben là, c'est sûr que tu as un pied d'avance sur certaines personnes. Fait que ça, c'est cool. On va parler maintenant d'Arabas. Dans le fond, vous faites du placement de personnel pour des gens en informatique, c'est bien ça? Exactement. Parle-moi un petit peu justement de, peut-être, au début, votre clientèle, ça ressemblait à quoi? Avant l'acquisition de l'autre entreprise, comment vous avez développé ça ou ton père a développé ça à un autre niveau, là? La clientèle est un peu quand même similaire. C'est la même, OK. Dans les industries, OK? Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont des bureaux là, au travers le Canada. Sure. Sinon, c'est une combinaison de plusieurs PME et grandes PME. OK? On fait peu affaire avec des startups ou des petites entreprises. Fait que ça a tout le temps été le même type de créneau d'entreprise. OK? C'est juste que oui, il y en a qui ont augmenté. Il y a plus de clients qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui ont quitté. On a passé par plein de tracas économiques aussi, pandémie et tout. Fait que ça, il y a des business qui ont un peu disparu ou qui ont été acquis par d'autres. Fait que là, c'est ça. Il y a bien des choses qui ont évolué et d'autres, tu sais, admettons, je pourrais même te donner un exemple, un super bon exemple aussi, de l'évolution des clients. C'est quand j'ai commencé, la première fois, là, avant qu'ils me mettent dehors, là, à ce moment-là, ils m'avaient envoyé à faire du développement des affaires. OK? Il m'a dit là, partout. Au Québec? À Montréal, dans la grande région de Montréal. Okay. Puis moi, j'étais un petit gars de la Rive-Nord, là, que même Montréal, là, je connaissais rien. Là, j'allais juste dans les clubs là, à Montréal, mais je connaissais rien de Montréal. Je comprends. Même les transports en commun, je les prenais jamais. Donc là c'était comme, OK, je suis parti, là, j'ai fait tous les buildings. Je suis rentré partout, dans chaque building. Je me suis même des fois, il fallait que je me faufile parce qu'il y avait de la sécurité pour aller cogner partout, puis aller dropper les cartes d'affaires, puis leur parler de nos services et tout. Puis dans cette période-là là, de porte-à-porte, là, parce que c'était vraiment ça, c'est du porte-à-porte, il y a un client qui a appelé, qu'on a fait affaire avec eux, que par la suite, cette entreprise-là ont vendu. OK? Là, les fondateurs associés se sont chacun partis de leur bord, fondé d'autres entreprises qui nous ont rappelé encore pour leur service. Écoute, ça a fait un effet domino là, de crazy. C'est comme décupler ta clientèle. Ben oui, décupler. C'est fou, ça. Okay. Puis encore aujourd'hui, on fait affaire avec ces différentes business-là. Oh my God. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Puis toujours, c'est ça qu'ils font, ces gars-là. C'est qu'ils montent des business, ils les vendent. Après ça, ils s'en partent un autre. Puis là, ils se séparent comme ça en plus. Oh my God. Fait que ça... Wow. Tout ça avec une porte que j'ai faite là, 15 ans. Mais c'est crazy, hein? Ouais. Oh mon Dieu. Wow, mais je veux puis là, dire... maintenant, on dirait que personne ne fait ça du porte-à-porte. Non, parce qu'on a peur, puis on veut pas se faire claquer à la porte, puis je pense... Mais il y a aussi la paresse. C'est tellement plus facile maintenant aussi d'approcher les gens autrement. Ben oui, on a tous les réseaux sociaux technologiques, mais oui. Mais en même temps, tu sais... De revenir à des méthodes un petit peu plus traditionnelles, ça démontre l'effort de dire, OK, t'es comme la seule personne qui fait ça, genre, on va se prendre au moins un meeting pour se rencontrer, tu sais. C'est ça, c'est un effort, tu sais. Puis je te le dis, c'est fou cet exemple-là, c'est parce que c'est littéralement des millions au travers les années. C'est ça qui est fou, tu te dis, pour une porte, fait que ça vaut la peine, là. T'as porté des cartes d'affaires, littéralement. Là. Oui. 100%. Puis en plus de ça, tu fais plus ça quand j'en ai même pas. Tu me dis, mais non, on a-tu des cartes dans une activité de réseautage? Je me suis fait demander ça récemment.
Je dis, attends, on va te sortir mon LinkedIn, là, on va aller s'abonner. Maintenant, j'ai fait un code QR aussi, fait que les gens ils peuvent aller directement. Aussi. Mais tu sais, non, j'en imprime plus. Là, c'est plus. Mais c'est ça, le monde évolue à 100%, puis c'est les réseaux sociaux maintenant qui règnent une grosse partie de ce réseau-là. Mais j'aime bien le networking aussi en présentiel, c'est le fun. Prendre un petit cocktail ou un. Mais ça, je suis sélectif, tu sais. Ça, je suis hyper sélectif. Je me fais inviter constamment à des événements de networking. C'est un bon point, ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, lesquels... Puis tu sais, ton temps a une valeur aussi. Fait que là, tu commences à dire oui à toutes. Puis souvent, en tout cas, je trouve que ça amène nulle part. Là. Les personnes qui vont être là sont pas nécessairement dans ton créneau à toi. C'est ça. Fait que oui, tu vas peut-être faire une belle relation. OK, ça a été cool, les discussions, mais ça amène nulle part. Là, après ça, c'est quoi? Tu vas te suivre sur Instagram ou LinkedIn, puis juste te faire des thumbs up, puis ça va finir là, tu sais. Fait que je suis très, très, très sélectif. Puis moi, le genre d'événement que j'aime, là, quand tout le monde me dit « Hey Joe, viens à ça », là, c'est sûr, je dis oui. Là. Moi, t'inclus des voitures. Comme là, justement, hier, je me suis fait inviter pour un événement de networking, mais c'était sur un track day avec les voitures sur une piste de course. Là, c'est sûr, je dis oui. Du karting, n'importe quoi qui bouge aussi, je vais être plus enclin à dire oui là, que juste OK, on va aller prendre un verre puis je bois pas d'alcool. 110%. Je suis d'accord avec ça. Puis c'est le bon assuré que ça a amené quand tu fais du réseautage ou, tu sais, mettons, tu dis, OK, tu poses une question, je me lance en affaires, c'est quoi ton conseil? OK, va faire du réseautage. OK, fait que là, tu fais toutes les activités possibles. Là, tu t'épuises. Tu rencontres tout le monde, mais finalement, tu as donné genre 50 cartes d'affaires puis tu n'as aucun contact. T'sais. La meilleure chose que j'ai fait au tout début, dans mon début, c'était justement une activité de réseautage. Je m'étais assis avec une personne l'entièreté du temps, c'était comme un 3-4 heures, I guess. Puis on a jasé ensemble. Il m'a présenté son équipe, puis on a juste discuté. Puis ensuite, ça a été mon client actuel là, depuis qu'on travaille en 3 ans ensemble. Mais tu sais, plutôt que de dire j'ai 5 minutes par personne que je veux parler, il y en a qui consomment ça. T'as investi en un. Investi quelqu'un. C'est sûr que moi, c'est un peu différent parce que le podcast, ça va à large avec les entrepreneurs en général. Fait qu'il y a un plus grand public. Après, c'est plus niché aussi, c'est difficile. On va changer de sujet. Quand on va sur ton profil, c'est écrit Brand Ambassador pour différents entrepreneurs. Puis là, bien évidemment, on peut voir le link Luc Poirier. On parlait de char. Parle-moi de justement ton expérience avec Luc comme Brand Ambassador. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? OK. En fait, c'est plus que lui fait pour moi, je te dirais. Ouais, c'est plus ça. Là. OK, explique-moi un peu ta relation avec elle. Il est vraiment formidable et généreux. En fait, Luc aussi est un des commanditaires pour mon fils en karting. Cool. Luc également m'a permis d'investir dans un de ses gros projets aussi. Fait que c'est une immense chance qu'il m'a donnée, puis j'en suis hyper reconnaissant pour ça. Fait que ça, je te dis, c'est plus lui qui fait des choses pour moi que l'inverse. Puis ma relation avec lui aussi, comment ça a commencé? Au départ, c'était avec les réseaux sociaux, justement. Il n'était pas très habile avec ça. Puis là, moi, j'y avais proposé mon aide. C'était même moi qui avais fait les démarches puis qui avait son crochet bleu sur Facebook à ce moment-là, parce qu'avant, il fallait... Maintenant, il faut que tu payes, là. Ouais. Mais avant, c'était compliqué, c'est ça. Exactement, c'était un peu plus compliqué. C'est vrai. Bref, c'est ça. Là. Même ses premières photos sur Instagram, c'était moi qui allais les publier. Mais maintenant, il y a du monde. Il y a eu des agences qui ont pris la relève et tout. Mais ce qui est drôle, c'est que j'étais encore dans les admins. Puis, il y en a des notifications parce qu'il y a du reach en temps maintenant. Oui, c'est fou, là, les vidéos qu'il fait maintenant. Il y en a une que récemment, ça a fait le buzz. Là, sur TikTok, les gens... il donnait son conseil justement pour aller chercher, je pense, une liberté financière à travers l'investissement immobilier. Puis tu as eu beaucoup de commentaires. Puis c'est d'avoir beaucoup de respect aussi pour des entrepreneurs québécois qui réussissent. Il est formidable. Il est très incroyable. Authentique aussi. Quand tu le vois en vraiment. Tu vois qu'il joue pas un jeu. Il dit straight up. Là, tu sais. Pour moi, c'est quelqu'un de formidable. Puis, très cool. Justement, il m'avait donné un super de bon truc que j'utilise encore aujourd'hui, que j'ai utilisé là en m'en venant te voir ici. C'est qu'à un moment donné, il m'appelait tout le temps, puis il était tout le temps en char. À chaque fois qu'il appelait, il conduisait. Puis, comment ça, t'es tout le temps en auto quand tu m'appelles? Puis lui, il disait... Moi, j'écoute pas de musique, j'écoute pas tout le temps les mêmes 2-3 playlists tout le temps, ou la radio qui joue tout le temps les mêmes musiques. Moi, pendant que je suis au téléphone, je rends mon temps productif, puis c'est là que je fais des appels.
Nice. Je dis, wow, ça, je te le dis, ça m'a marqué. C'est Ça fait des années ça. de ça. Puis j'essaie de le faire le plus souvent possible. Que quand j'embarque dans l'auto pour un rendez-vous de Tu fais quoi, des calls. mais je fais des appels. Exact. Ben oui, c'est une bonne idée. Je veux dire, quand tu fais 30, 45, 1 heure de route et plus dans le trafic, tu sais, à part d'écouter la musique, des podcasts, des choses entertaining, c'est vrai, c'est 100% ça. En plus, j'avais des appels à faire, j'aurais dû faire. Mais tu y penses pas, mais je veux dire, comment sauver du temps et être efficace, why not? Exact. Ça, c'est Parce que ton temps, il y a une valeur, c'est encore ça. Ben, je pense que c'est ça. Puis des fois, ça peut être difficile aussi en affaires ou dans les premières années de dire combien vaut mon temps ou de calculer mon temps, de dire, mettons, voici mon service, le cost de ça, mais tu calcules pas ton temps non plus. Fait que, qu'est-ce qui te reste aussi pour ta business, c'est différent. Fait que non, il faut prendre ça en compte, ta valeur du temps, comment tu l'évalues. Ouais. Parlons justement de Arabas, un peu vos objectifs par rapport à ça. En 2025, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous allez atteindre? Est-ce que des KPI? Y a-t-il du niveau du personnel interne que vous voulez aller atteindre? C'est quoi un petit peu vos objectifs? On en a plusieurs, je te dirais, vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui sont encore comme en train de se faire, in progress, qui sont là, confidentiels, mais qui devraient vraiment bien fonctionner puis aboutir. Donc, je souhaite que ça fonctionne. On travaille fort pour que ça marche. Puis sinon, c'est sûr qu'on peut-être faire une acquisition d'une autre entreprise. On continue à... je te disais informatique au départ, là, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on commence à faire d'autres créneaux aussi, à être moins niche que seulement l'informatique et les technologies. Fait que là, vous touchez à quoi? Vous dabble dans quelle niche? Ben, on fait un peu de logistique, transport, nice. des cadres en construction, vente, des postes dans le légal, dans le domaine du légal aussi. Fait que c'est ça, c'est peut-être continuer ça aussi en 2025. Vous voulez fin élargir, 2025-2026. Le but étant d'élargir votre clientèle? D'être un peu plus généraliste. Ah, tu vois, c'est curieux ça. On dirait que les gens ont tendance à aller plus vers la spécialisation. De dire, moi, je fais ça puis je suis bon dans ça. Pourquoi? C'est parce qu'on a développé un super bon branding. On est reconnu que ce soit sur le web puis dans le marché comme étant bon en recrutement. Et la formule reste la même. Oui, il n'y a pas une base de données, admettons, hyper grosse dans un nouveau domaine, mais la formule reste la même pour aller recruter puis aller chasser des nouveaux talents. Fait que pourquoi pas? Puis on le fait très bien. Là, ça fait 2 ans, comme je te dis, qu'on le fait puis ça fonctionne bien. 100%. Donc c'est un peu ça. Puis continuer aussi l'autre service qu'on offre qui est vraiment de placer des consultants chez nos clients. Okay. Donc si quelqu'un a besoin, je sais pas moi, par exemple un développeur Python pour un projet d'1 an chez eux, bien ça, on est capable de les aider puis leur fournir un super bon consultant, développeur Python par exemple, pour leur projet. Pour la durée qu'ils veulent. Par exemple, vous avez une entreprise, vous placez un personnel à l'intérieur, puis là, vous placez aussi un consultant par projet au besoin. Au besoin, exactement. C'est fun de prendre... c'est comme un avantage de plus là, que vous avez avec votre compétition. Là. Ben oui, aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'il faut que tu aies un cash flow solide pour être capable de fronter là, des $100, des $150. Ben oui. Parce qu'il y en a que c'est ça qui gagne. Là. C'est vraiment... Ça peut monter vite. Là, des spécialistes en cybersécurité, mettons des postes super spécifiques. Là. Fait que ça peut monter vite. Fait que c'est ça. C'est pas toutes les entreprises, les agences de placement qui vont l'offrir, ça. Mais nous on l'offre. Mais ça fait quand même des années qu'on offre ça. Mais c'est juste on veut monter notre portfolio de consultants parce que veut pas, ça fonctionne un peu avec l'économie. On peut ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils sont pas 100% renouvelés tout le temps. Il y en a qui vont être 3 mois, mais il y en a d'autres qui vont être là 5 ans. Ouais. Ça dépend vraiment du client et du projet. Là. 100%. Je suis curieux aussi, au niveau que si moi je suis une grande entreprise et je veux placer telle quantité de personnel ou un poste en particulier, comment je fais pour choisir un bon chasseur de tête? Comment je fais pour choisir un bon recruteur qui fit avec mon entreprise? Il y en a, mettons, les très grandes entreprises, les sociétés d'État, eux autres, ça va être avec des appels d'offres. Fait que là, faut passer l'appel d'offres pour le faire. On n'a comme pas le choix. Ouais. Fait que là, eux autres vont faire leur sélection parmi les critères qu'ils ont dit, puis quelle agence va plus répondre à ces critères-là. Okay. Fait que ça, c'est pour les sociétés, mettons, d'État ou des grandes entreprises. Okay. Les autres, généralement, ce qu'ils vont regarder,
Ben, une combinaison de plusieurs choses. Tu sais, admettons, premièrement, est-ce que l'entreprise est legit aussi? Parce que nous, ça nous prend des permis permis d'agence. OK? Mais ça, c'est quand même récent. Avant, c'était le Far West. N'importe qui pouvait s'improviser. Oui, exactement. Intéressant. C'est quand même... Je pense que c'est quand même pas si difficile à avoir pour quelqu'un, mais bon, au moins tu as besoin de ça. Ensuite, ils vont regarder généralement le nombre d'années d'expérience quand même que la firme a. C'est-tu quelqu'un qui vient de se partir il y a un an ou deux, ou c'est quelqu'un qui a 20-25 ans d'expérience? Il y a une grosse différence là aussi. Je comprends. L'expérience dans l'équipe aussi, les membres dans l'équipe, le marketing que l'agence fait, parce que plus qu'elle a un bon marketing et un bon reach, ben, c'est plus facile pour elle d'aller chercher des bons candidats. Fait que c'est sûr que c'est une valeur supplémentaire. Ah oui, c'est vrai, OK. Oui. Si tu es juste une agence comme ça, puis sur Google, tu sors pas, sur les réseaux sociaux, personne ne te voit, ben les candidats... Le lien de confiance, c'est plus difficile à bâtir parce qu'il ne connaît pas du premier niveau. Aussi, les candidats vont moins aller postuler sur ces agences-là aussi. Nous autres, on en a constamment, à chaque jour, on se fait floader de CV puis de candidats parce que justement, ils nous voient sur les réseaux sociaux. Sur Google, on est l'agence qui a le plus de Google Review aussi. Okay. Fait que, ça aussi, c'est bon. Souvent, on gagne des clients grâce à ça. Ils nous le disent. « Ah, moi, je vous ai vu sur Google, vous avez le plus de reviews positifs. » Je pense que c'est une combinaison de tout ce que ces entreprises-là vont regarder, puis vont évaluer, puis dire, bon, mais moi, je décide d'y aller avec telle agence. Et des fois aussi, ils veulent en prendre plusieurs pour les mettre en compétition une avec l'autre. Ça, c'est correct aussi. Hein. C'est là que le meilleur gagne. Puis, c'est ça. Ça fait du sens. Puis j'imagine aussi, il y a une question de personnalité, le fit, la vibe aussi avec le recruteur, je veux dire l'énergie ou le langage, peu importe comment vous discutez ensemble, il faut qu'il y ait une connexion qui se fait, sinon ça va être très difficile. Oui, c'est sûr. Carrément. Oui. C'est parce que ça arrive des fois que tu fais comme, bon là, c'est juste pas compatible. Je pense que c'est mieux qu'on travaille pas avec eux. Mais même de notre côté, là. Oui, ça arrive souvent, ça aussi. Là, on fait comment je pense que c'est dans quel compatible. contexte, qu'est-ce qui peut arriver pour que tu dis, on va passer au prochain appel? Ça va tout le temps être justement un peu leur attitude face à nous. Ils nous voient-tu vraiment comme un allié puis une extension à leur équipe, ou ils nous voient comme une compétition? Des fois, on le ressent que ça. Là. Ils nous voient-tu comme un investissement, ou ils nous voient comme une dépense? Il y a un changement. Oui, vraiment. Là, fait que ça dépend. Là. Il y en a que tu vois que ça ne marchera pas, puis que la relation va pas bien aller. Là. Puis je pense qu'en début aussi, quand on se lance en business, c'est difficile de dire non aussi. Fait que de mettre son pied à terre, je veux dire, je pense que c'est à un certain point, c'est un respect de tes valeurs aussi. Ouais. Si tu acceptes ce traitement-là, puis que tu ravales un peu ton vomi, malheureusement, avec ce client-là, lui, potentiellement, peut-être qu'il va aimer ça, mais il va te référer à des gens qui vont y ressembler un peu. Qu'est-ce que tu veux dealer avec 3 personnes comme ça? Je sais pas, ta charge mentale, il faut évaluer ça aussi, long terme. C'est tellement important, puis c'est important, comme tu dis, de dire non. Puis moi, des fois, le non, il vient plus loin dans le processus. Tu as fait un deal déjà avec lui. Puis là, peut-être tu es rendu au 3e, 4e, 5e deal. Puis là, c'est là que ça commence à moins bien aller. Puis faut pas que tu sois... Je pense qu'il faut justement... Faut que tu respectes tes valeurs. Puis même si ça fait longtemps que tu travailles avec, on est mieux si ça marche plus, ça marche plus. Exactement. Puis moi, je te le dis, ça, j'avais de la misère avant à le faire. Puis maintenant, c'est non. Là, gars, si ça fonctionne pas... Je suis désolé, mais on a tellement d'entreprises qui recrutent, tout le monde recrute. Fait que c'est pas toi qui décide de partir que ça va nous faire quelque chose. Hein. On va parler un petit peu du personnel, les employés que vous placez. Ça ressemble à quoi le marché actuellement de l'emploi? Là, on est en juillet 2025. C'est quoi la réalité qu'on peut vivre? Là? Si je suis quelqu'un puis je recherche un emploi en informatique, disons. Oui. En fait, il y a des grosses chances que tu travailles déjà. Généralement, le monde talentueux en informatique ont un emploi. Là, depuis, je te dirais, depuis la dernière année, il y a eu énormément de layoffs dans les grandes entreprises, surtout. Fait que là, on s'est ramassé avec, finalement, du talent disponible qui normalement était supposé d'avoir des postes. Fait que c'est sûr qu'il y a... Il y a un petit débalancement présentement avec ça. Mais quand même, le monde, ils réussissent quand même à se trouver de quoi de rapidement pareil.
OK. Il y a quand même beaucoup de postes d'ouverts. Oui, certains profils sont un peu plus difficiles à replacer, puis ils sont open to work un peu trop longtemps, malheureusement. Mais c'est juste parce qu'ils sont très niches ou qui ont des conditions, des attentes qui sont surréalistes avec le marché actuel. Okay, c'est parce que ça aussi, tu sais, parce que pendant le début de la pandémie, les premières années, les salaires avaient skyrocketé. Ouais. C'était vraiment rendu élevé. Tout le monde pouvait quasiment demander ce qu'il voulait, puis les employeurs leur donnaient. Là, maintenant, c'est un peu revenu à un marché employeur qu'ils doivent respecter leur budget. Puis des fois, les employés étaient habitués avec un train de vie assez élevé. Puis là, ça doit revenir un peu plus à la réalité. Là, ouais. C'est ça qui est difficile des fois à faire comprendre, du moins. Là, parce que puis je pense que la pandémie aussi, mis à part ça, c'est ça fait pousser l'avantage du télétravail. Ben oui. Puis surtout quand on parle de l'informatique. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs maintenant qui valorisent le retour au bureau. 100%, c'est ça. À moitié hybride. C'est quoi la réalité dans ce domaine-là? C'est un petit peu plus. C'est quoi les flexibilités qui sont offertes? Bien, il y a effectivement beaucoup de retours au bureau hybride, en mode hybride. Okay. Il y a du 100%, c'est encore rare. Okay. 100%, mettons, au 100% bureau. 100% au bureau. Ouais, 100% au bureau, c'est encore rare. Okay. Des 100% télétravail, on en voit encore. OK, c'est vrai, il y en a encore. Mais tu sais, des fois, mettons, avec une journée hybride. Mais des 3-4 journées obligatoires au bureau, là c'est rendu ça la norme. OK. Fait que là, oui, c'est ça que comme tu disais, c'est une difficulté, ça, du monde qui ont été habitués avec le télétravail, qui ont déménagé, mettons, plus loin. 100%. Puis là, il faut qu'ils soient capables d'accepter une job à 3 jours semaine au bureau. Là. Fait que c'est de faire des concessions, je veux dire, au niveau de l'employé, parce que c'est les demandes seulement du poste. C'est bon. Puis au niveau du... Tu sais, disons que tu as un candidat exceptionnel, puis lui, il peut pas sortir de ces avantages-là. Il veut absolument son 100% de distance. Est-ce que les entreprises sont ouvertes ou ça va dépendre du candidat, de la flexibilité? Ça dépend des business, peut-être? Des politiques des business, ouais. Exactement. Ouais. Parce que c'est eux, ils ont vraiment reçu la politique que c'est retour au bureau, mais même s'ils veulent, c'est pas eux qui décident. Parlons des attentes salariales. Ouais. Ça ressemble à quoi? Je veux dire, c'est quoi est-ce que c'est over the top? Est-ce que c'est plus réaliste? Est-ce que les gens ont tendance à se overvalue, undervalue? C'est quoi un peu la vibe? Mais je pense que ça dépend de la personnalité. Ah, OK. Parce qu'il y en a qui se... Moi, c'est ça que je... Okay. Ouais, non, mais qui se disent « mais moi, je vais prendre tel salaire. » Moi, je serais correct avec ça. Ouais, mais là, finalement, tu dis « Non, toi, tu mérites beaucoup plus avec ton expérience et tout. » Ouais, c'est fait que ça dépend de la personnalité des gens. Mais des fois, c'est ça aussi, c'est au niveau du marché actuel, quand c'est un petit peu moins facile, où il faut que tu te vendes un peu plus, là, que tu dis, m'aller de réduire un peu, même si je sais que ma valeur est plus. Mais c'est une peur, parce que ça dépend de ta confiance en toi. Exact, c'est ça. Nice. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2025 pour sortir du lot puis être un candidat exceptionnel? Y a-t-il des hard skills qu'on peut apprendre? Soft skills, peut-être? Selon toi? Je pense que oui. Oui, parce que, tu sais, c'est drôle, là, mais quand on dirait l'image de quelqu'un qui travaille en informatique, souvent tu te dis c'est peut-être quelqu'un de plus introverti, plus geek et tout. Fait que la personnalité, c'est moins important. On dirait qu'il y a souvent du monde qui ont cette conception-là. Okay? 100%. Mais c'est pas vrai parce que on a tellement de nos clients, d'autres, ils disent la personnalité va passer avant, mettons, quelqu'un même d'un peu plus fort techniquement. C'est curieux, ça. Ouais. Fait que c'est ça pourrait être un skill à développer, vraiment à côté personnalité, là, d'être un, tu sais, d'être vraiment, comment je pourrais dire, là, d'être vraiment, person, peut-être people person, d'être friendly, d'être amical, d'être ouvert d'esprit, d'être ouvert aux nouvelles idées, même si toi tu le sais que c'est ça que tu dois faire, mais tu dois être ouvert peut-être peut-être aussi même au sens plus large de la business. Il y a tellement de facteurs comme ça. Ouais. Aussi l'anglais, le français. Oui. C'est unilingue et jamais bon, peu importe la langue. Mais non. Ça aussi, c'est un je pense skill qu'au vraiment Québec important. à large, mais si on parle à Montréal ou dans la grande région de Montréal, il faut que tu aies une aisance en anglais. Oui, vraiment. C'est n'importe quelle entreprise. Là. Même si tu es unilingue anglophone, ça va pas vraiment bien. Non, parce que tu vas être confronté aux deux. Exact. Des clients anglais, des clients français. Fait, de toute manière, si tu veux aussi travailler avec des clients en Ontario, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, l'anglais, c'est ça. C'est hyper important. Et désolé. Oui, vraiment. Surtout qu'ils vont juste se donner plus d'opportunités. Ben oui, 100%. S'ils sont capables de... Plus de responsabilités. Si la personne veut
monter dans l'entreprise. Également. C'est quoi un petit peu l'âge moyen des candidats dans ces postes-là? C'est de tout. Ah ouais. L'âge moyen, il faudrait que je sorte vraiment des stats. Ça peut aller à quoi? Du mi-vingtaine à du 40? Ouais, en haut de 40 même. Là. Ah ouais, 50. Ben oui, parce que t'as des seniors puis t'as des... Ouais. Oui, exactement, des gestionnaires de projets. Ben oui, make sense. Avec quasiment dans la soixantaine. Là. C'est quoi? On peut se parler un petit peu des différentes demandes de différentes générations à différents niveaux de vie. Quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 40, quelqu'un qui a 60. C'est quoi les grandes différences que tu vois à travers ces postes? Moi, je trouve que plus ils sont vieux? Ouais, plus ils sont vieux, plus c'est simple. Ah, OK. Ouais, c'est drôle, là. Mais ils sont simples. C'est des gens simples. J'imagine, les demandes sont simples. Ouais. Ils sont simples, les demandes. Ben oui, eux autres, c'est comme s'ils ont tout vu, de toute façon, là. Fait que il n'y a rien qui les stresse. Je comprends. Fait qu'ils sont souvent easy-going. Ils n'ont pas trop de demandes farfelues. C'est sûr que, de toute façon, dans chaque génération, tu peux avoir une exception, là, que lui, tu fais comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, je te parle en général. Oui, là. Aucun problème quand ils sont plus âgés. Les milléniaux, c'est sûr de notre âge, de mon âge. Ça, 30. Là, eux, encore là, ça dépend. Là, si on dirait que c'est quasiment 50-50, là, tu vas trouver quelqu'un de super ça coche ou que ça n'a aucun sens tout ce qu'il dit. Là, exact. Puis les plus jeunes... Les Gen Z, mettons, moi, j'ai 25, fait que... Ben là, ouais, c'est ça. C'est ça. Mettons, les 25, ça va être beaucoup télétravail. Ça va être vraiment ça, du télétravail. Puis souvent, ils pensent que leur valeur est plus élevée aussi que ce qu'ils valent vraiment. Il y a ça aussi. Ah, OK, il y a un petit syndrome... Ouais, parce que les autres, ils ont commencé le travail quand tout était haut aussi. Ouais, tous les salaires étaient Fait élevés. ils se basent là-dessus, right? Exactement, ils se basent là-dessus sur leur expérience. C'est intéressant. Puis je pense que, tu sais, on en parle souvent justement des tendances du marché au niveau de l'emploi. Puis, tu sais, les jeunes de notre âge, je prends du 25, fin vingtaine, whatever, c'est surtout la flexibilité de l'horaire. Oui, le salaire, c'est important, mais encore plus, si je peux quitter plus tôt, est-ce que je peux avoir mon vendredi off? Souvent aussi, les gens de dans cet âge-là, ou même les milléniaux, ils ont peut-être aussi des side gigs, une entreprise, solopreneur. C'est-tu des réalités? Est-ce que les employeurs qui t'approchent sont prêts à accepter cette réalité-là d'un employé qui veut travailler à temps plein ou un certain nombre d'heures, mais qui veut travailler quand même sur sa business? C'est quoi l'ouverture par rapport à ça? Est-ce qu'un employeur est plus fermé à ça? C'est difficile, hein, parce qu'au niveau de loyauté, j'imagine. Ben oui, il y a ça aussi, mais il y a surtout aussi, pas juste loyauté, plus conflit d'intérêt souvent. Ah ouais. Parce que souvent, quand c'est dans la même branche, là, c'est no-go, là. S'ils l'apprennent, là, you're out. Là. Ça, c'est clair. Ben oui, tu vas chercher les clients de la business, c'est un peu ça où tu travailles. Mais même si tu le fais pas, ça rentre en conflit d'intérêt. Puis admettons, qu'est-ce que tu fais surtout que tu es en télétravail? Oui. OK, qu'est-ce qui me prouve que là, tu travailles vraiment sur ta business, tes petits projets personnels, que vraiment sur des heures que qu'on te paye? Puis c'est un peu du vol de temps aussi quand tu commences à faire des affaires personnelles sur les heures de business. Tu sais, moi, j'ai parlé avec des amis avocats puis ils me l'ont dit, c'est vraiment ça dans le droit du travail. Là, tu commences à faire, mettons, ton lavage. Tu voles des heures, là? Tu fais ton lavage, ta vaisselle durant l'heure de travail, mais tu es en train de voler des heures. Là. C'est carrément ça. Là. Oui, tu te dis, j'ai plus ma flexibilité. Ouais, mais c'est ça, là, en abusant pas trop. C'est un peu ça la réalité. Là. Ben, c'est ça la réalité, en fait. Là. Ouais, je vois dans les codes, puis dans la loi, c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends ce côté-là. Là, mais moi, je veux ma flexibilité. Mais, tu sais, aussi, je me dis, tu sais, c'est comme... Pourquoi toi, plus que, mettons, l'autre, le père et la mère de famille aussi, que... moi, je devrais te l'offrir, mais lui, il devrait pas en avoir. C'est ça, exactement. Il y a tout le temps ça aussi. Fait que là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une équité. Puis souvent, c'est souvent ça que les employeurs puis nos clients nous disent. Faut qu'on respecte l'équité. Puis j'ai compris, veux pas. Fait que là, c'est ça que les employés doivent comprendre ça. Puis les consultants aussi. 100%. Ça peut être difficile. Ah, man, c'est sûr. Puis je vois tellement de memes puis de jokes qui passent sur le web, des gens qui travaillent à distance, par exemple, qui disent... je sais pas, ils se lèvent, mettons, ils commencent à 9, ils se lèvent à 8h59, là, ils se login dans leur lit, genre. Ta caméra est pas ouverte? Non, c'est ça, bris de caméra, excuse-moi, répète la question. Ah ouais. Mais je suis comme... Ben, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, vrai. je les entends, c'est toutes ces histoires-là. Ah ouais, OK. Ben, shit, c'est vraiment vrai. Moi, j'en ai des potins, puis des affaires de drama, puis tout, là. Ben, je peux comprendre
pas avoir une ouverture par rapport à ça quand tu as eu pas ces traumas-là, mais ces situations-là avec des employés. Qu'est-ce qui me dit que tu travailles, même si je mets un logiciel, il y a toujours des manières de bouger ta souris ou whatever. Fait que, non, j'aime ça que c'était au bureau. Après ça, c'est que même, oui, il y a tout le temps des façons de le savoir quand même, mais comment tu le confrontes? Même si tu le sais. Comment tu vas le confronter avec ça? Des fois, c'est touché en tabarouette là, aussi. Là. Puis là, mettons, là, justement, ça rentre-tu dans la vie privée? Ouais. Il y a tout ça. Chez vous. Tu vois? Puis là, je sais, je l'ai vu que tu le faisais pas. Puis là, mais là, tu checkes mes courriels, tu checkes mon team. Puis là, les commencent à capoter. Là. Ouais, puis je pense qu'il y avait... Mais oui, tu peux tout faire ça, en fait. Puis c'est ça qu'ils ne savent pas, parce que je confirme que oui. Je vous regarde, oui. Ils peuvent tout checker. Ils peuvent tout, fait que c'est... Non, 100%. Puis, en réalité, je trouve qu'il y a une valeur ajoutée de venir quand même, de séparer la maison du travail. Ouais. Tu sais, je travaille à mon compte, je suis entrepreneur. Je l'ai fait pendant la pandémie, travailler à 100% de chez moi, faire tout de chez moi. J'étais plus capable. C'est too much à un endroit. Là. Ça dépend, faut que je me déplace. Moi, je suis un fan du télétravail, pareil. Ben, c'est ça. Ça dépend de la vibe de la personne. Moi, je suis tout le temps en télétravail et j'adore ça. Je suis un fan. Puis, tu sais, même mon équipe... je leur fais quand même, je leur fais super confiance puis tout. Mais là, tu sais, l'histoire que je te raconte, c'est l'histoire de mes clients qui me racontent ça. C'est des entreprises de toutes sortes. Ben oui. Ils viennent de tous les milieux, toutes les industries, toutes les grosseurs. Puis, mais tu sais, c'est owner aussi, tu sais, dans le sens... Cet avantage-là, c'est souvent offert quand tu es à ton compte ou tu es travailleur autonome. Tu peux te permettre de faire ça ou faire, mettons, tes meetings, tes rencontres à distance. Moi, le podcast, évidemment, est en présentiel, fait qu'il faut que je me déplace. Mais oui, fait que, je pense que c'est un avantage, mais en réalité, je pense qu'il faut développer aussi une... Si, disons, je suis un employeur puis je veux mettre 3-4 jours au bureau, ben OK, comment on peut mixer ça pour que ça soit plaisant, pour que ça tente de venir, de faire du déplacement, des activités de groupe qu'on peut faire, on peut-tu mettre de l'ambiance un peu, on peut-tu modifier un peu l'environnement de bureau, que ça soit plus chaleureux. Il y a des manières de le faire, là, mais... Plein de façons de le faire, C'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, on arrive déjà vers la fin de l'entrevue, le dernier tiers. Fait que je me demande un petit peu, tu es rendu dans la trentaine, c'est quoi ta vision de succès? Comment tu vois l'argent at large? L'argent, je la vois plus comme un sentiment de... puis un outil de liberté. C'est vraiment plus à ce niveau-là et non pas au niveau, je sais pas, moi, pour acheter des cossins et des bidules. C'est vraiment plus... l'argent te permet d'être plus libre. Puis de faire, je pense, que ça te tente de faire quand tu veux, sans te tracasser. Que, je sais pas, moi, il y a la fin du mois qui approche et tout et tout. Donc moi, c'est vraiment... comme ça que je vois l'argent. Là. Je pense qu'on peut jamais en avoir assez non plus. Ah ouais, OK. Parce que justement, tu regardes Luc, par exemple. Il y a un gars comment il a du plaisir avec... puis là, Luc, tu pourrais dire, mais lui, il en achète des chars, des bébelles, puis tout ça, mais... Je pense que Luc aussi, c'est un fan aussi du craftsmanship, c'est différent. Oui, exactement. C'est comme collectionner des montres. Oui, c'est pas la même chose qu'à la chaîne BM. Quand c'est ta passion, c'est pas la même chose. On n'a rien à dire. Là. Tu peux te passionner par n'importe quoi, puis... Tu peux pas juger la passion de quelqu'un, là, puis les hobbies de quelqu'un. Mais oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Je pense que ça peut juste te permettre de justement exploiter tes passions au maximum. Tu sais, comme moi, par exemple, mon fils est en course. Mais ça prend de l'argent pour ça. Sinon, on ne pourra jamais atteindre les objectifs qu'il veut atteindre et se rendre loin avec les années et tout. Fait que je pense que c'est ça, c'est de vivre les passions avec ta famille et tout, puis pouvoir en profiter de cette façon-là et non pas, je sais pas, c'est ça, là, juste te rendre malade avec des chiffres puis vouloir absolument voir ton compte de banque ou tes placements monter. 100%. C'est bien beau, c'est le fun, ça peut aller chercher justement de la motivation de vouloir atteindre cet objectif-là financier. Mais après, comment tu réalises? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là? C'est un peu ça, là. Même si t'as pas de passion, c'est ça. Si t'as pas de passion, puis c'est que... Tu vois, je peux t'acheter le char de l'année, that's fine, mais est-ce que ça va t'amener un certain bonheur sur le long run? Est-ce que c'est quelque chose, si c'est t'aimes une pas passion, les voitures, non. Tu vas travailler dessus, je sais pas, whatever. Mais si t'aimes pas ça, tu veux juste l'avoir pour le flasher, il y a peut-être une problématique à savoir, moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime faire? Mes hobbies, mes passions? Est-ce que c'est de voyager? Est-ce que plutôt, je sais pas, moi, j'aime ça faire du DJ, fait que je vais m'acheter une console de son, whatever. Tu sais, il y a tellement de manières. Pour faire un lien à cette question-là, t'as-tu comme un rêve que t'aimerais accomplir dans ta vie? Ou... Ouais. T'as-tu comme un rêve? Par rapport à quoi? Ta vie personnelle, je dirais, peut-être pas business, professionnel, mais un rêve que tu aimerais obtenir pour ta famille, pour toi, peu importe. Ouais.
Ouais, peut-être. Là. Peut-être un petit rêve, ça serait d'aller m'établir en Floride. Je pense qu'on est plusieurs à avoir. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce rêve-là. Oui. Le condo à Miami Beach, là, peut-être pas nécessairement à Miami. Là. Tu sais, comme moi, mes parents, mettons, sont au centre de la Floride, vraiment proche de Disney. Ah, nice, OK. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Nous, on a nos passes annuelles. On peut y aller quand on veut. Avec les enfants. Oui, avec les enfants, tu sais. Fait que la Floride, c'est vraiment beau un peu partout. Il y a des super beaux spots. Sure. Il y a tellement d'avantages également. Juste le fait d'être... que ça soit l'été tout le temps. Moi, je suis pas un fan de l'hiver. La complexité que ça apporte aussi, que ce soit justement sur nos voitures, sur les vêtements, sur la maison. Tout est compliqué avec l'hiver. Puis tu sais, si je peux donner une parenthèse à ça, ça affecte beaucoup notre niveau d'énergie, selon moi. Tu sais, de manquer du soleil, notre énergie, notre motivation, notre humeur. Quand il commence à faire le plus froid, puis il y a de la neige, t'es écœuré en esti. Ah oui, l'été, c'est le fun, c'est bizarre, c'est le la fun. La dépression saisonnière qui commence en novembre, décembre. Oui, c'est vrai. Jusqu'au mois de mars. Ben oui, tu le ressens dans le monde. Je te dis justement, même avec tes clients, avec tes employés, tu le ressens, c'est lourd, c'est difficile. Puis, exact. Moi, justement, j'ai un bidule, Whoop, qui m'aide beaucoup avec tout ce qui est côté santé, puis aller chercher mes datas et tout. Sommeil, tu m'en parlais. Sommeil, tout et tout. Ouais. Puis ça calcule aussi mon vibe, OK, justement, comment je me sens, puis tout. Cool. Ça, c'est via une autre application, qui est justement un autre commanditaire en plus, qui est avec l'application Pair. Puis tu le vois, là, que quand j'étais en Floride, là, j'ai jamais eu des scores élevés comme ça. Là. À chaque fois, en fait, que je m'en vais en Floride, mes scores sont élevés. Je reviens au Québec, ça commence un peu à redescendre. Ah ouais! Fait que tu le vois que c'est comme par tes data. C'est pas toi qui réfléchis à ça ou qui est affecté, mettons, par, je sais pas moi, les réseaux sociaux, les nouvelles. On dirait que tout vient... Tu le vis. Ouais. C'est vraiment... Le mood est affecté négativement. C'est bizarre, mais c'est vrai. Parce que je le vois, justement, par des vrais datas, là. Ouais, puis tu sais, je veux dire, si on regarde justement purement côté entrepreneurial business, évidemment, il y a des gros avantages fiscaux aussi de développer niveau clientèle. Ben oui. C'est puis tu sais, l'autre passion qui est les automobiles aussi. Moi, j'aime ça, aller rouler sur la track, avoir les autos. Là-bas, tu peux tout le temps à l'année. Mon fils peut faire du kart à l'année. That's cool. Tu comprends? Tandis qu'ici, tu es limité à quelques 100%. Mois. Fait que ça coupe justement sur ta passion puis ta joie de vivre. OK, je travaille, ouais, mais comme pourquoi? Tout l'hiver, c'est ça qui revient, tu comprends? Fait que c'est-tu un but en soi d'aller t'établir là-bas puis de développer ta vie familiale, mettons? Si t'avais tout l'argent possible, tu le ferais? Là? Exactement. OK, j'aime ça. C'était ça ta question. C'est un peu ça. J'aime ça. C'était ça ta question. C'était un rêve. Pour le moment, on peut quand même voyager puis avoir du plaisir là-bas. Puis quand même, je déteste pas le Québec non plus. Là. J'aime pas l'hiver, mais je déteste pas le Québec. Non, 100%, on n'est pas là pour... Mais 100%. Non, c'est ça. Exact. Dernière question pour toi, mon cher. Si tu avais la chance de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Ben... À 25 ans, j'étais quand même pas loin de où est-ce que je suis en ce moment. Un an plus tard, j'avais déjà mon fils. Wow, fait que t'étais déjà seté? Ouais, puis j'étais déjà quand même avancé dans l'entreprise. Fait que je pense que je reculais. Ouais, peut-être que je resterais quand même dans ces âges-là. On peut aller un petit peu plus jeune, tu sais, justement, quand t'étais pas tout à fait, tu t'es fait renvoyer par ton père de la business. Ouais. Tu avais expérimenté plusieurs emplois. Si on se situe dans ce moment-là. Ouais. Ben, je pense que je me dirais, là, justement, la discipline, arrête-la pas. Parce que, oui, je pense que c'est ça. Vers 25 ans, je commençais, on dirait, à la perdre un peu. J'avais arrêté de m'entraîner, je pense, vers 22 ans. Puis là, je sais pas, là, je l'avais échappé même sur la nourriture. Après ça, quand je commençais à venir père, j'ai commencé à boire de l'alcool, puis j'en buvais même pas. J'en buvais même pas avant. Fait que là, j'ai commencé à boire de l'alcool, mais rien de gros, là, juste des scotch, des rum and coke, des trucs comme ça. Mais pareil, ça venait m'affecter quand même. Puis c'est ça, j'avais complètement perdu la discipline. Puis on dirait que ça a eu un effet domino avec les années, que je l'ai senti que parfois, le monde me manquait de respect. C'est comme s'ils me respectaient plus, même des employés et tout. Il y avait vraiment un manque de respect qui était lourd, qui se sentait.
Puis là, je me suis dit, bon, là, il faut que je me reprenne en main. J'ai commencé les arts martiaux, jiu-jitsu, muay thai. J'ai recommencé le gym. J'ai recommencé à faire plus de sport, plus bouger, discipline de sommeil, bien manger, être suivi par un coach qui change mon programme aux 5 semaines. Fait que j'ai vraiment réintégré dans ma vie cette discipline-là. Ben ouais. Puis ça l'a énormément amélioré tous les aspects de ma vie, puis surtout même avec les enfants. Ouais. Maintenant qu'ils sont rendus plus vieux, ils ont besoin d'avoir des modèles de parents que tu veux que ces enfants-là deviennent ça, mais comment tu leur dis si tu le fais pas? Fait que c'était vraiment le lead by example était super important pour moi puis ma conjointe. Fait que c'est ça. Oui, je pense qu'on sous-estime aussi la discipline, l'importance de ça pour notre vie en général, que ce soit personnel, professionnel, de dire je m'en vais au gym, j'ai besoin de ça pour équilibrer justement ma vie en général, mes énergies. Exact. Ben, de respecter ça, plus l'alimentation. Tu sais, on dirait que quand je vais pas au gym le matin, je le sens. Ouais, c'est bizarre. C'est vrai. Moi, c'est ça, 100%. Puis on sait, là, c'est difficile de respecter à 100%. Des fois, tu tombes malade ou whatever, la vie arrive. Ouais. Puis tu le sens, puis t'es comme, ah merde, j'ai skip un workout, je suis pas fier de moi. Puis là, je suis comme, c'est plus rough, mettons. Ouais. Au contraire, tu t'es levé tôt, tu as respecté ton engagement, t'es sharp tout le reste de la journée parce que c'est comme, hey, let's go. Ça te suit toute la journée, exactement. Fait que c'est ça. Puis ça m'a aidé parce qu'après ça, justement, cette discipline-là, ben, je l'ai implémentée dans d'autres tâches et responsabilités dans la business ou à la maison. Puis ça va beaucoup mieux. Nice. Ça reste à ça, ce que je me dirais à mon jeune moi avant d'avoir des enfants. Ça fait beaucoup de sens. Puis c'est des questions justement que je pose à chacun de mes podcasts, ces deux dernières questions-là. Plus générales, mais chacun peut amener leur grain de sel avec leur expérience. Fait que ça, c'est toujours le fun d'avoir votre expertise puis rétrospection. Jonathan, ça a été un plaisir de discuter avec toi pour vrai pendant plus qu'une heure, je pense, dans ces eaux-là. Fait que tu es toujours la bienvenue, évidemment, au podcast. Ce que je propose aux gens, c'est toujours de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que what's new, what's next? Qu'est-ce qui se passe niveau business, peut-être niveau personal, en Floride, peut-être. Peu importe. Tu es toujours le bienvenu au podcast par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Merci pour ton temps, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Of course. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.